Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré dans la joie et la bonne humeur pour ce nouveau rendez-vous des Back Issues, votre émission qui consiste à prendre un Arnaud et un Corentin, à les foutre sur un canapé, à leur donner des micros et à leur dire « Mais alors, qu'est-ce que vous avez lu comme comics aujourd'hui ?» Eh bien, il y a eu plein de comics, moi, toi Arnaud. Ouais, mais j'en ai lu plein aussi. Ça marche, c'est vrai, t'as vu sur un canapé, hop, on se met pas comme ça. Incroyable. Ça, c'est la magie du podcast, effectivement. On vous rappelle que nous produisons tous les soirs à Paris au Cabaret Sauvage à partir de 20h pour un duo de comiques absolument génial. Ouais, carrément. On a percé, frère. Ça y est. Mon gars. Alors, c'est la porte à côté du Cabaret Sauvage. En fait, on est juste devant le Cabaret Sauvage. Dans le jardin de la Villette. C'est ça. Juste devant. Trêve de plaisanterie, Corentin. Décidément, l'humour est au rendez-vous. Mais bien entendu, vous n'écoutez pas ces podcasts pour l'humour, quoique, mais surtout pour savoir qu'est-ce que c'est que les bonnes BD qui sont sorties récemment. En tout cas, celles qu'on a lues et dont on avait envie de vous parler en podcast. Alors, sans plus tarder, Corentin, on va entamer ce Back Issues VF, puisqu'on va vous parler vraiment de sorties donc proposées chez nos éditeurs bien installés en France. Et on commence tout de suite avec un certain Monsieur Constantine, puisque nous allons parler de l'édition VF du Hellblazer Rise and Fall de Tom Taylor et Darick Robertson, une mini-série en 3 numéros dont on avait commencé à vous parler il y a fort longtemps, l'automne dernier, si je me rappelle bien, quand ça avait commencé sa parution en VO de l'autre côté de l'Atlantique. Il faut savoir que maintenant, donc Hellblazer à la base, c'est un titre mythique de Vertigo, c'est la plus longue série qui était publiée chez Vertigo. D'abord, c'est un titre DC Comics. Oui, DC Comics, mais ensuite chez Vertigo. Oui. Et voilà, Arnaud, tu dis n'importe quoi. Ah là là, allez, on recommence. Allez, je démissionne. Mais c'est donc devenu, après ses débuts chez DC Comics, donc un titre Vertigo qui a été emblématique, puisque voilà, 300 numéros, c'est la plus longue série Vertigo du monde. Voilà. Et ensuite, au sortir des années 2010 avec les New 52, la série avait été arrêtée. John Constantine avait été rapatrié de nouveau dans l'univers DC Comics, où il a fait plein de pitreries avec la Justice League Dark. Et finalement, DC avait commencé à revoir un petit peu son cheval de bataille. Alors d'abord en proposant des séries régulières John Constantine, mais qui étaient vraiment tout public et pas du tout dans la veine de ce que Hellblazer pouvait être. Mais au fur et à mesure des années, en fait, et notamment avec la mise en place du DC Black Label et d'une envie de retour aux sources, même si Vertigo n'existe plus, DC a proposé plusieurs titres où aussi le nom de Hellblazer revenait, puisque jusqu'à présent, c'était que du Constantine. Et Constantine, puis Constantine 2.0 Hellblazer, puis John Constantine, Hellblazer et Hellblazer. Donc voilà, donc on va d'ailleurs parler de 2 sorties Hellblazer qui sortent là en ce moment chez Urban Comics et qui sont 2 bonnes sorties en plus. Donc on commence d'abord donc avec ce Hellblazer Rise and Fall, donc mini-série dans le DC Black Label qui remplace maintenant de toute façon, qui a à la fois le projet pour les auteurs qui veulent faire des trucs d'auteurs sur les personnages DC, qui sert aussi donc là à réédition de titres plus ou moins classiques comme Year One, ce genre de choses là, et donc aussi voilà un projet qui permet de rapatrier les anciens trucs de chez Vertigo comme American Vampire ou l'ensemble du Sandman Universe quand il avait été relancé. Et donc de quoi ça parle Hellblazer Rise and Fall que j'ai envie un petit peu de présenter comme le John Constantine 101 ou le Hellblazer 101, c'est-à-dire une très bonne porte d'entrée pour les personnes qui ne connaissent pas du tout John Constantine sous le label Hellblazer, et qui permet un petit peu de montrer voilà en l'espace de 160-180 pages vraiment qu'est-ce qui fait le sel d'une histoire de Hellblazer. Je sais pas si je suis d'accord avec toi là-dessus, au sens où... alors d'abord, avant de dire si t'es d'accord ou pas, juste de quoi ça parle, oui, d'accord. Voilà. Et c'est très simple en fait, ça revient sur l'enfance de John. Quand il est né, déjà pour commencer, ensuite quand il a invoqué son premier démon, puis une décennie plus loin même, quand justement il a fallu assumer les conséquences de cet acte, puisque du jour au lendemain, en Angleterre, des riches tombent du ciel avec des ailes d'ange accrochées dans le dos et s'empalent ou s'éclatent la gueule sur la chaussée ou sur le toit d'une église, etc. Il se trouve que les flics enquêtent là-dessus, la police enquête là-dessus. La détective l'inspectrice qui est en charge du dossier est l'amie d'enfance de John qui était Aïcha, au moment de l'invocation du premier démon. Et donc on va se poser la question de qui est ce démon, quel lien il a avec cette série de meurtres. Satan aussi intervient. Alors un Satan qui n'a rien à voir avec le Lucifer de Sandman, de l'univers Sandman, le vrai univers Sandman évidemment, qui est plus un Satan qui ressemble finalement au Satan classique de DC Comics, on va dire, même s'il a des traits de caractère, notamment au niveau de la sexualité, qui sont proches en fait du Lucifer qu'on a notamment vu dans la série Netflix. C'est un gros partouzeur, voilà, on va dire ça comme ça.
Beaucoup de choses vont se croiser, ça intercale différents points de vue, une envie de politique, une envie de revenir, comme tu le disais, effectivement, à l'essence de Constantine en tant que personnage un peu abject, un peu dangereux à côtoyer, un peu pervers aussi, un peu alcoolo, etc., etc. Donc c'est plutôt pas mal. Comme tu l'as dit, effectivement, au dessin, c'est Derek Robertson. Derek Robertson, merci, voilà, qui est donc un des grands collaborateurs réguliers de Garth Ennis, qui est considéré, enfin Garth Ennis, il y a toujours débat sur qui est le meilleur scénariste de Hellblazer, mais généralement Garth Ennis revient un petit peu comme la valeur sûre, puisque c'est lui qui a écrit L'Arc du Cancer, etc. Donc là, effectivement, on voit que Taylor veut rendre hommage en fait à l'écriture de Ennis, à tel point justement. Alors tu as déjà des citations nominales dans le bouquin, puisque tu as le docteur Delano qui accouche justement de John Constantine, puisque c'est Jamie Delano qui avait récupéré l'écriture de John après son apparition dans Swamp Thing de Alan Moore. Il y a une rue Dillon aussi. Voilà, il y a une rue Dillon, effectivement, voilà, un hommage à Steve Dillon, qui est un autre collaborateur régulier de Garth Ennis et qui a aussi fait du Constantine, évidemment. Donc on voit un petit peu que lui, c'est d'abord un travail de fan, et ça se voit, je pense, puisqu'il essaye de mettre beaucoup de choses dans un petit espace. C'est-à-dire que quelque part, tu vois la relation de John à son père, tu vois la relation de John à Satan, la relation justement de John au traumatisme, à la culpabilité. T'as beaucoup de personnages quand même. La façon dont il trahit, finit toujours par trahir, ou plus ou moins c'est ceux qui décident de l'accompagner aussi, qui est quand même aussi un de ses gros traits de caractère, c'est que c'est quand même quelqu'un qui pense à sa gueule, mais qui est conscient aussi en fait de ça, qu'il n'est pas quelqu'un de fiable, qu'il n'est pas forcément une bonne personne. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est tout à l'heure tu as dit justement, tu as rappelé un petit peu l'historique du personnage de Constantine chez DC depuis les New 52. Il faut quand même préciser que la raison pour laquelle on mettait Constantine le nom en avant et pas Hellblazer, c'est que Constantine c'est une marque maintenant. C'est un film avec Keanu Reeves, il y a eu la série télé, avec il y a Matt eu Ryan. les apparitions dans la CW, il y a eu même un dessin animé. City of Demons. Voilà, il apparaît aussi dans les cartoons comme la Justice League Dark de l'univers WB. De l'ancien univers animé. Voilà, donc du deuxième ancien, parce qu'il y a d'abord un ancien qui est celui de Bruce Timm, puis il y a l'univers animé. C'était l'univers des films originaux. Voilà, des American manga, on va dire. DC AOU, je sais plus quoi là. Et c'est vrai qu'effectivement, même chez les New 52, on a essayé de rendre Constantine un peu plus propre, parce que je pense que DC a conscience que le personnage est quand même assez cool. Il est facile d'accès, il est grande gueule, il est classe, il clope. C'est vraiment genre un mec qui peut te faire rentrer facilement. En plus, c'est un humanoïde qui peut te faire rentrer facilement dans l'univers magique, la fameuse ligne d'arc de DC Comics, alors que Swamp Thing, par exemple, ou même Sandman, c'est quand même. Tu vois, c'est tout de suite plus élitiste, moins digéré. C'est pas un humain qui clope et qui boit et qui baise, et voilà. Donc, forcément, je pense que DC a dû beaucoup hésiter à comment le placer. Et là, quelque part, on voit un petit peu justement une sorte de très grand écart, entre guillemets, justement, entre on veut faire marrer avec Constantine, on veut que ce soit sombre quand même, parce que c'est sombre, il y a des trucs sombres qui se passent dedans. C'est sombre et très violent par moments aussi. C'est très violent, effectivement. Il y a des morts qui justement évoquent le fameux drame de la vie de Constantine, qui est que tous les gens qui s'approchent de lui finissent par se faire maudire et se faire enfermer aux enfers. Mais je trouve quand même que c'est trop dense pour une mini-série en 3. Ouais, vraiment, je trouve ça trop dense. Il y a des allées et venues. Pour moi, il y a même des problèmes de scénario très évidents. C'est par exemple la scène avec Satan qui arrache le rein, tu vois, qui sert à rien du tout. Sinon, à déclencher une blague. T'as vraiment des allées et venues de personnages où, tu sais, après John sort, t'as les deux mecs qui jouent au ballon dans la rue, le gamin qui arrive, là t'as Satan qui revient et qui dit pardon, excuse-moi, j'ai pété un câble et tout. Ça, tu vois, c'est en termes de placement dans l'histoire, de rythme. Il y a des problèmes pareils, le truc avec Chaz, tu vois, où ils veulent insérer absolument l'idée que Constantine doit se racheter auprès de Chaz, qui est donc l'un de ses plus vieux partenaires en comics, qui est le mec qui le conduit d'un point A à un point B. Ça, par exemple, je trouve que ça sert à rien. Tu vois, c'est pas assez développé, il n'y a pas la place de le développer, du coup, ils le mettent pour amorcer une sorte d'arc scénaristique où il aurait compris ou appris un truc. Mais je trouve que du coup ça se marie très bien avec mon idée du Hellblazer 101, qui essaye aussi d'intégrer justement tous les éléments qui font partie du lore Hellblazer et qui sont donc à intégrer là-dedans, même s'il n'y a pas forcément la place. Après, je suis d'accord, mais ça justement pour moi c'est le problème en fait, c'est qu'Hellblazer ça n'a pas été pensé pour faire des romans graphiques au départ, c'est des séries de feuilletons en fait, tu vois, qui durent très longtemps avec des très longs runs, Warren Ellis, Garth Ennis, Brian Azzarello. Que là justement en 3 numéros quand même il résout sa relation avec Chaz, il résout entre guillemets le problème de son père, il revient à son enfance, il recroise son ex-crush de quand il était gosse, il fait des trucs avec Satan, enfin tu vois, il y a plein de trucs quand même qui s'emboîtent en fait, et il y a une sorte de happy end aussi, alors que généralement le signature move des histoires de Hellblazer, c'est que John sera toujours maudit, il sera toujours hanté par
le souvenir de ce qu'il a fait en tant que sorcier. Et là, pour le coup, ça finit plutôt bien. Donc, à mon avis, effectivement, c'est une bonne porte d'entrée pour celles et ceux qui aimeraient lire du bon Hellblazer, enfin du bon Constantine, avec les codes d'une écriture assez blockbuster, assez comique, assez absurde, à la Garcinis. Ça ressemble beaucoup à The Boys, hein. C'est l'écriture Garcinis du mec qui se fait plaisir, c'est The Pro, The Boys. Voilà, il y a beaucoup de blagues de cul, il y a beaucoup de sang, c'est assez graphique et tout. Par contre, si vous êtes comme moi et vous avez déjà lu beaucoup de Hellblazer et que vous aimez justement ce côté vraiment très sombre et dépouillé, qui fait très peu de concessions justement au sourire et où généralement on rit plus pendant 2/3 de l'histoire avant vraiment de tomber dans une sorte de boue abyssale où en fait tu t'aperçois qu'il n'y a aucun espoir et que juste le mec va finir sa vie au fond d'une bouteille avec une seringue dans le bras parce qu'il n'y a que ça qui l'attend à la fin. Voilà, ça c'est effectivement, c'est peut-être plus pour les nouveaux lecteurs qui justement aura peut-être croisé Constantine dans l'un ou l'autre produit grand public et voudrait un peu voir à quoi ça ressemble en BD, parce que ça importe vraiment des éléments des BD précédentes. Mais à mon sens, on va en parler tout à l'heure, c'est pas la meilleure sortie Constantine qui actuellement est arrivée récemment. On va en parler Arnaud. Par contre oui, c'est une bonne porte d'entrée. Mais à mon avis, vraiment, il y a quand même des défauts dans l'écriture. Je trouve vraiment qu'il y a des trucs qui marchent, des trucs qui marchent pas. En termes de cohérence, par exemple, pourquoi normalement, si c'est bien l'univers Hellblazer, c'est Lucifer. Là, il l'appelle First of the Fallen, tu vois, enfin le premier des tombés. Donc, c'est pas ce Lucifer-là, normalement. Il a une autre densité. Bon, ça aurait été cool de voir David Bowie et Sting interagir, en plus, qu'au départ, c'est l'un et l'autre sont calqués là-dessus. Par contre, pour du Tom Taylor, quand même un auteur australien, je crois. Australien, ouais. Non, australien. Je trouve qu'il maîtrise très bien, justement. Moi, je l'ai lu en anglais. Hein. Il maîtrise très bien l'argot et le vocable du bon cockney de base. C'est du bon humour anglais. C'est un très bon travail de copiste de Garcenis. On s'amuse, il n'y a pas de souci. Ça a un petit message aussi. Alors, oui, il y a des blagues sur Tony Blair. Il y a des blagues sur Boris Johnson, voilà, sur le côté l'Angleterre part en couille, les riches. Ouais, même sur. Enfin, c'est relativement politique. Après, c'est l'engagement politique de Tom Taylor qu'il fait aussi régulièrement dans tous ses titres sur effectivement les inégalités sociales notamment. En fait, mais après j'aime bien parce que au final le démon dont il est question en fait, grosso modo, alors je spoil pas l'histoire, mais on va dire se nourrit du désespoir des gens, et ce qu'il explique en fait, c'est que ses actions par rapport à la façon dont la société inégalitaire fonctionne en fait créent du désespoir, mais un désespoir social en fait dont il se repaît. Je trouve que c'est plutôt malin en fait que la façon dont il y a plein bonnes idées, c'est juste, je trouve qu'il y a un trop-plein. À mon avis, ça aurait mérité une série en 8 numéros, par exemple. Enfin, après, c'est des numéros étendus, donc là, c'est en 6 numéros, grosso modo. Ça, c'est des numéros étendus qui font 2 fois, donc ça fait l'équivalent d'une mini en 6. Mais je trouve qu'il y a des trucs qui peut-être auraient mérité d'être plus développés. Le truc avec Chas, par exemple. La relation après, c'est parce que du coup, tu vois, est super. C'est ça qui est intéressant aussi dans l'échange de points de vue, c'est que toi, t'es un grand connaisseur de Hellblazer. Moi, pas du tout. Et ce qui te paraît trop dense peut-être, moi m'a paru vachement plus digeste, mais parce que j'ai aussi pas tous les éléments en compte, tu vois, sur le relationnel avec Chas, sur Lucifer, sur tout ça. Moi j'ai pas encore tous ces éléments à comprendre, donc c'est pour ça aussi que. Mais par contre après je connais, enfin de ce que je connais de Hellblazer, parce qu'on en parle depuis des années aussi, et de tout ce que je sais sur le personnage, c'est là que je me suis dit vraiment, ça a l'air de. Je pense pas que ça a été pensé comme ça, parce que je pense effectivement que t'as raison sur le fait de dire que Tom Taylor le fait parce qu'il est fan et qu'il veut aussi un peu rendre hommage au père au pluriel et au football aussi. Tu te souviens pas de la fin de l'histoire du coup? Si, oui, voilà. Enfin non. Tom Taylor, il y a un baiser de football aussi, mais du coup il y a un truc par rapport à ça, et les Anglais étant de base des gros fans de foot en plus. Ouais. Vous verrez, vous comprendrez. Mais donc voilà, donc un hommage au père de Hellblazer. Mais t'as aussi cette impression d'avoir vraiment une sorte de cahier des charges du genre, bon Tom, on veut remettre Hellblazer au goût du jour, on a une série à côté là qui est cool mais qui est un peu trop pointue, est-ce que tu peux pas nous faire, voilà, en plus Black Label c'est aussi une marque qui est relativement forte et tout ça, donc vas-y. Côté aussi Constantine, il faut qu'il soit bi absolument, que ce soit déclaré tel quel et tout, tu vois. Mais ça m'a pas, enfin ça je trouve ça plutôt non mais cool, c'est bien, quoi. mais tu vois, ça, on peut se poser la question que pareil, justement cahier des charges, parce que l'identité, enfin précisément l'identité gay justement de sa bisexualité a été beaucoup mise en avant dans les volumes DCU, tu vois, de Constantine, pas de Hellblazer. Alors dans Hellblazer ça existe, c'est présent en intervalles réguliers, mais ce côté Constantine est d'abord un lover, tu vois, c'est un truc que DC Comics, j'ai bien DC Comics et pas Vertigo, a beaucoup mis en avant par rapport aux séries de Hellblazer où c'est quand même beaucoup moins de romance, beaucoup moins de cul, beaucoup moins de papouilles et compagnie. Donc ça, tu vois, je pense que c'est un bon entre-deux. On sort du tunnel DC Comics, on commence à voir la lumière noire, entre guillemets. Et justement, c'est une bonne amorce pour la suite, qui sera justement le travail de Cy Spurrier. Enfin,
techniquement qui est arrivé avant, mais qui est justement aussi ce travail de Sky Spurrier qui confirme quand même que maintenant on rend un petit peu Hellblazer à Constantine. Ouais, tout à fait. Et donc, alors juste pour terminer, avant de passer à Sky Spurrier, juste vous dire que Hellblazer, donc Rise and Fall, c'est donc disponible donc chez Urban Comics dans leur collection DC Black Label, pardon. Bah, tout à fait. J'essaie juste de retrouver le prix pour l'indiquer aux gens. Donc, c'est 16 € pour cet album. Et on vous rappelle que dans la description de ces podcasts, il y a des petits liens qui vous renvoient chez nos partenaires de Comic Zone. Donc, vous pouvez... non. Bah, si. C'est vrai? Bah, depuis le début, en fait, depuis 1 an. Ouais, ça m'a donné envie de cliquer. Donc, vous pouvez cliquer, vous pouvez passer commande chez eux. Ça permet de soutenir à la fois le podcast et aussi un super comic shop indépendant situé à Lyon que l'on salue bien bas si jamais il venait à nous écouter. On continue donc toujours avec du Hellblazer et là on passe dans la partie plus élitiste du podcast. Donc forcément, qui dit élitisme dit Corentin, bien entendu. Élitiste, non mais je sais bien, mais j'aime te taquiner. Et donc voilà, on est donc sur Urban qui édite l'intégralité en fait des écrits de Sky Spurrier sur le personnage de Constantine / Hellblazer qui donc avait été relancé avec le Sandman Universe, donc c'était en 2019 de mémoire qu'il y avait eu cette relance, donc avec plusieurs titres, il y avait eu The Dreaming, les Books of Magic et donc aussi au final un Hellblazer. Il y avait plein de trucs effectivement qui prolongeaient un petit peu l'arborescence Sandman dans laquelle Constantine est canon, puisque c'est 2 séries qui évoluent entre guillemets en parallèle. Et justement, cette série-là, le volume qu'a importé Urban, justement, comprend les numéros Sandman Universe Presents, qui partent sur un truc très différent de la série Hellblazer qui a été faite ensuite en 12 numéros. Voilà, donc c'est les premiers travaux que Spurrier avait fait sur le personnage. Donc il avait fait effectivement un premier one-shot qui est une histoire assez auto-contenue. Puis il y avait eu un premier crossover du personnage dans Books of Magic 14. Et donc ensuite, il y a les 12 numéros de cette série. Et donc c'est illustré. Alors c'est Marcio Takara qui fait le premier one-shot. Mais par contre, la série principale, les 12 numéros, sont illustrés par un dessinateur qui s'appelle Aaron Campbell, qui est aussi le dessinateur d'un titre qui s'appelle Infidel. Dont on vous reparlera très bientôt. Oui, tu voulais rajouter du Tom Fuller aussi. Il y a aussi du Tom Fuller, d'accord, merci. Qui fait un bout interstitiel. Grosso modo, Bergara fait 3 numéros. Ron Campbell fait 3 numéros. Et ensuite, Fuller prend la suite. Et après, ça revient au début. D'accord, très bien. Donc voilà, Tom Fuller et Aaron Campbell là-dessus. Donc déjà graphiquement, après si vous aimez, si vous aviez... ça déboîte, là il y a pas... je pense qu'il y a... Oui, non, bien sûr, non, parce qu'après moi c'est juste pour faire de l'ordre chronologique avec... moi Campbell que j'avais vraiment découvert, qui m'avait vraiment scié sur Infidel. D'ailleurs on vous reparlera de toute façon cette BD, je vais vous faire un forcing pendant tout le mois d'octobre là-dessus, clairement. Mais voilà, moi c'est comme ça que je l'avais découvert. Et donc bien entendu, sur Hellblazer aussi, vu que c'est quelqu'un qui est très fort dans les ambiances, dans tout ce qui est un peu angoissant, oppressant, et voilà, qui a un style assez sombre en tout cas, c'est forcément une réussite d'un point de vue graphique. Mais alors est-ce que tu peux nous présenter un peu plus en détail ce volume, toi le spécialiste, Corentin? Spécialiste. Oui, bien sûr, je peux. Pour le coup, l'introduction effectivement part de la nouvelle série Books of Magic, dans laquelle le héros, qui est une sorte de héros à la Harry Potter, on va dire, j'ai oublié son nom. Peter, ok, merci. J'avais oublié son nom. Peter. Non, c'est Timothy Hunter. Beaucoup mieux. Mais n'importe quoi, Peter. Arnaud, enfin. Et puis c'est Spider-Man, ça. Oui. Donc, je confonds toujours les deux, Peter Parker, Harry Potter, tu sais, cette sonorité. Donc une sorte de héros à la Harry Potter. Parker. Et Harry Parker, t'imagines? J'ai honte de moi. Donc, putain, mais reprenons. Et qui, normalement, au bout de sa trajectoire de magicien, parce que donc il y a une prophétie, ce sera le plus grand mage de l'histoire, mais méchant. Soit ce sera le mage des gentils, soit ce sera le mage des méchants. Et donc la nouvelle série de 2019 partait sur ce propos un peu déterministe, en mode il faut que tu choisisses justement le bien ou le mal, ou que tu aies peur du mal ou du bien, comme tu veux, etc. Et donc Constantine vient se mêler à tout ça en ayant une vision du futur, ou plutôt en étant même directement dans ce futur, où justement Hunter est devenu le mage des méchants, et revient en arrière dans un monde différent, un monde où il y a eu le Brexit, un monde où il n'y a pas de chasse, justement, pour essayer de rattraper la piste du petit et essayer de l'empêcher de crever. Et avant ça, il rencontre, ça c'est très important, il rencontre une version vieillissante de lui-même. Ouais. Voilà, et qui va être son guide, et un peu plus que ça plus tard. N'en dis pas trop non plus. Voilà, tout à fait. Donc ça, grosso modo, c'est réglé très vite. Après, on rentre dans la nouvelle série Hellblazer, qui suit John dans cette Nouvelle-Angleterre qu'il ne comprend pas.
mais qui ne le comprend pas non plus, manifestement. Et comme d'habitude, ou plutôt comme à l'ancienne, entre guillemets, il va voguer de rencontre en rencontre, de monstre en monstre, de destin en destin, d'ange en démon, etc. Pour le compte notamment d'un gang qui hante les rues de Londres, un gang assez énervé, hein, assez stylisé, où le boss découpe des gens avec une machette et tout. Ouais, les Rye Boys. Il va aussi rencontrer une jeune femme qui est videuse dans un bar qui s'appelle Nat. Il y a une sorte de petit flirt entre les deux, mais c'est assez cordial, assez correct. Et il a toujours son vieux pote, le démon, enfermé dans son smartphone. Puisque ça, c'est assez rigolo aussi. Tu vois quand même que justement Spurrier essaie de moderniser un peu Constantine sans le trahir. Et du coup, il se dit, Constantine, il faut qu'il ait un smartphone en 2019-2020. Sauf qu'il n'a pas juste un smartphone, il a un smartphone démoniaque. Il a un smartphone où il y a un démon qui est enfermé dedans. Et donc, on va suivre différentes petites aventures qui sont toutes connectées par une sorte de fil rouge qui sont donc les Rye Boys, le gang, et le personnage de Noah, qui est un jeune sourd et muet, un jeune juste muet d'ailleurs, qui travaille pour le gang, et sa relation avec Constantine va évoluer, et va se développer, etc., etc. Bon, je vais pas trop en dire parce que ça va très vite, très loin, on va dire, mais c'est brillant. Je ne pensais pas, moi, de mon vivant, si tu veux, qui ai connu la fin de Hellblazer avec le New 52, qu'on retrouverait ce niveau de qualité dans l'écriture et dans les ambiances, dans les tonalités, dans l'exploration d'un monde magique inhospitalier, social, politique, qui parle du Brexit. D'ailleurs, il y a aussi, encore une fois, une blague sur Boris Johnson. C'est un truc qui est commun à Rise and Fall et à Hellblazer. Enfin, après, de mémoire, Spurrier est britannique pour le coup. Donc, oui, tout à fait. Mais ce qui est rigolo, c'est que dans les deux cas, je passe pas les ce qui arrive aux deux ministres de l'Intérieur, enfin aux deux premiers ministres britanniques dans les deux cas, mais en général, ça finit mal pour eux. Tu vois. Ouais. Et là, pour le coup, c'est vraiment Boris Johnson. Hein. Ouais. Il reconnaît ses cheveux et tout, il est pas de face parce qu'il a un masque sadomaso, mais voilà, il y a vraiment ces trucs-là, tu vois. Et il y a plein de blagues sur les républicains, enfin l'équivalent britannique qui sont les Tories, qui est complètement dans la continuité justement de Hellblazer, qui a toujours été une série qui était contre Margaret Thatcher, contre les Tories et compagnie. C'est très social aussi, justement, par rapport à ce côté, c'est quoi les tueurs, comment tu mets l'amalgame de la magie, l'allégorie, pardon, de la magie dans les vrais trucs, les vraies saloperies qui peuvent arriver au coin de la rue et que tu lis dans les journaux, dans la page des faits divers, quoi. John, il est génial, vraiment. Là, encore une fois, le comparateur, c'est Philippe Touboul qui traduit, effectivement, c'est assez bien traduit, mais il y a des jeux de lettrage que tu perds parce que forcément, en anglais, ils se font plus plaisir avec la façon justement de poser l'argot, de poser les hésitations, etc., les jurons. Il y a plein de quips, vraiment que britanniques. C'est limite, même moi, qui je pense que j'ai quand même un bon niveau en anglais, je lis la BD en anglais, il y a des mots, des fois je comprends rien du tout, il y a des tournures de phrases. Il faut vraiment être un anglais pur sucre des quartiers noirs de Londres pour comprendre ce qu'il dit. Et donc voilà, c'est plein de blagues, c'est plein de références, et ça reste justement, contrairement à Rise and Fall, complètement noir. Il n'y a pas d'espoir au bout de ce tunnel. C'est même quand John gagne à la fin de l'une ou l'autre aventure, ça reste pessimiste, ça reste nihiliste, ça reste. Il n'y a pas vraiment, grosso modo, de porte de sortie pour lui. À tel point qu'il y a une sorte d'accent familial qui vient s'insérer dans la série et qui a un rôle à jouer, mais ça finit mal quand même. Tu vois, c'est-à-dire que ça finit pas bien, ça finit pas mal, ça finit juste de manière noire pour lui, quoi. C'est-à-dire que c'est forcément le but de la vie du Hellblazer, d'être toujours toujours accroché à ses clubs, toujours accroché à sa dépression, toujours accroché à sa bouteille de Jack et tout. Une lecture parfaite pour un mois d'octobre, en somme. Oui, complètement, mais une lecture parfaite si vous voulez découvrir ce qu'est vraiment Hellblazer. Et je suis pas le seul à le dire. Sans avoir du coup de prérequis, t'as jamais lu Hellblazer, tu vas sur le Spurrier tranquillement. Franchement, ouais. Bah, si t'as vu la série. Attends, retire tes mains de cette valise noire que Urban t'a envoyée et réponds-nous à la question. Si tu veux, je peux dire du mal d'Urban sur les trucs plus normaux, mais là, pour le coup, c'est plus l'effort qui a été fait par DC Comics de laisser justement cette putain de porte qu'on voulait ouverte depuis longtemps. Mais pourquoi rien n'empêchait d'avoir un Constantine grand public, Poupie, mes genoux, etc. et un vrai Constantine, un vrai Hellblazer pour les fans. Je veux dire, même ils auraient pu ne pas arrêter la série Hellblazer à l'époque. Après le numéro 300, ils auraient pu juste dire maintenant on a un Constantine dans l'univers principal et puis c'est vrai. À l'époque, non, parce que après tu penses bien que c'est aussi des questions de gestion de marque tout simplement, que que ça va au-delà du simple narratif et de la simple continuité éditoriale sur des persos. Un Batman un peu bresson pour les adultes, un Batman un peu plus. Mais Constantine a beau être populaire et Hellblazer aussi en tant que marque, ce n'est pas Batman. Ça le mérite pourtant. Non mais grosso modo voilà, je pense que c'est assez accessible du moment que vous connaissez un peu les prérequis, sorcier britannique qui boit. Qui fume beaucoup, qui fume énormément. Il y a des blagues d'ailleurs là-dessus où
Quand il va dans le bar, Nathalie, elle lui pète la gueule parce qu'il fait une blague. Il y a plein de blagues vraiment dégueu. Il y a vraiment des blagues des blagues sur les handicapés et tout, ce qui est assez malsain, tu vois. Et du coup, il fait une blague qu'il faut pas faire. Il se fait sortir. Et t'as une nana qui lui dit, mais tu te rends compte que t'es en 2019 et tu fumes encore. Elle a une vapoteuse à la main, tu vois. Et après, elle lui file une clope il lui file une clope et elle fume, elle fait putain, ça tue, etc. C'est de la merde les vapoteuses et tout. Et là, tu vois le côté justement Spurrier qui a très bien compris l'esprit de ce personnage-là et les valeurs entre guillemets qu'il défend, c'est-à-dire ce côté vraiment, il est intemporel. Ça, même si tu veux le moderniser et compagnie, sera toujours intemporel. Après, t'as quand même du coup du cul, toujours. Enfin, t'as toujours des petits accents justement sur la bisexualité du héros et tout. C'est plutôt bien fait, c'est plutôt bien rythmé. Le dessin de Fowler, justement, qui intervient en milieu de volume, vient vraiment casser la dynamique posée par Campbell, qui est beaucoup Campbell, c'est sombre. Ouais, alors que là, c'est beaucoup plus éclairé quand même. Ouais, beaucoup plus éclairé. C'est limite justement très joyeux, c'est très léger, c'est très coloré, mais c'est aussi plus psychédélique. Et du coup, ça donne vraiment une couleur différente à l'écriture de Spurrier, qui effectivement justement fait très peu de concessions. Donc c'est assez marrant de voir comment les deux se répondent super bien. Ça fait une sorte d'intermède, tu vois, entre les deux. Il y a des blagues sur les hipsters aussi. Enfin, il y a plein de trucs super cool qui sont assez modernes et qui posent vraiment la question de comment rendre Hellblazer dans le présent. Tu vois, c'est-à-dire, on avait considéré qu'Hellblazer c'était le passé, c'était un monde gris, noir. Encore que c'est pas forcément vrai parce qu'il y avait des moments où Azzarello l'emmenait aux États-Unis aussi, il parlait avec des rednecks et tout. Donc, il y a toujours eu ce côté un peu polymorphe avec John Constantine, qui là, effectivement, s'adapte très bien au présent et sans trahir l'essence. C'est vraiment ça qui est important. Moi, j'aurais rien d'autre à dire, c'est que si vous êtes justement fan de Hellblazer ou que si vous êtes fan de Spurrier pour Coda ou tout ce qu'il fait à côté, ou Alienated et tout, allez-y, franchement, foncez. Il y a peu de chances que vous soyez déçus. C'est un ensemble qui est très bon, qui en plus comprend tout ce qu'il a fait sur le personnage. Moi, le seul reproche que j'aurais à faire, c'est que ce n'est pas un tome 1, c'est un tome unique parce que il y a tout dedans. Alors qu'on mériterait juste une putain d'ongoing. Mais ça, c'est un reproche à faire à DC, du coup, pas. Ah bah oui, bien sûr. Mais bon, pour les gens quoi. qui lisent qu'en VF, c'est pareil, tu vois. Ils vont finir le bouquin, ils vont se dire, la suite, elle est où, tu vois. Et effectivement, j'ai pas la réponse. La suite, elle est dans l'esprit de Simon Spurrier, mais on l'aura jamais parce que DC, ça reste des gros nuls. Voilà. ça, très très bonne conclusion. Mais ça m'énerve, sans déconner. Non, mais c'est vrai qu'ils ont cassé les pieds d'arrêter, je sais pas. En plus, il me semble que le titre se vendait quand même de façon plus ou moins correcte. De Sandman Universe présente, en tout cas. Ouais. Oui, je suis sûr. Ouais. Et justement, c'était peut-être la série la plus intéressante qui soit sortie de ce pôle, qui était quand même, on peut le dire, que c'était quand même un petit coup d'épée dans l'eau. The Dreaming, c'était pas trop mal. C'était pas trop mal. Même le Books of Magic, j'aimais bien cette reprise. Mais The Dreaming, si tu veux, c'est pareil. Ça fait longtemps, The Dreaming. Tu vois, il y avait déjà la série The Dreaming à l'époque de Sandman, et puis il y a eu tous ces putains de spin-off Sandman Universe présente avant déjà. Donc, honnêtement, Hellblazer, on méritait justement d'avoir plus que ça. Je sais même pas où est Constantine d'ailleurs à l'heure actuelle. Il est dans la JL Dark, je crois. De Ramvi, ouais. Je sais même plus s'il y a. Bon, il doit passer une tête de temps en temps, quoi. Mais... Je t'avoue, j'ai pas suivi, là, j'ai 4 numéros de retard. Donc... Après, quand la série Constantine va arriver, la série HBO Max va arriver, probablement qu'on aura de nouveaux projets. Oui, c'est sûr. Pour raviver un peu ça, même un petit roman graphique par-ci par-là, si Spurrier est motivé, moi je suis chaud. Bah non, parce qu'à chaque fois tu diras mais on en veut plus parce que le Blazer ça n'a pas été pensé en roman graphique mais en série de long cours, alors franchement voilà, tu vois. Très bien. Bref, lisez ces deux Hellblazer, un pour les nouveaux, un pour les plus connaisseurs, ou bien un pour ceux qui aiment plus rigoler et du crado, et un pour ceux qui aiment bien vraiment les trucs un peu bressons. Franchement, il y a à boire et à manger et on est très content de voir la bonne rentrée de John. Tout à fait, merci Corentin. Et donc c'est disponible également chez Urban Comics pour la somme de 35 €. Et on passe du côté de la concurrence avec Panini Comics. On s'attarde à une première sortie qui est une anthologie dont on vous avait aussi parlé lors de ses débuts en VO, qui s'appelle Wolverine Black, White and Blood. Wolverine. Ouais. Wolverine, moi j'en ai. En plus, on a déjà eu ce débat 1000 fois, ça me gave, donc je vais dire Wolverine et puis voilà, tu vas arrêter. C'est pas Wolverine à un moment donné? Ouais, je sais plus. T'avais dit Wolverine. Oui, mais qui c'est qui dit Punisher? Le Punisher, P-O-U-N-I. Tu m'emmerdes. Bah voilà, tu vois. Non, mais c'est pour ça. Corentin, n'ayons pas de nouveau ce débat qui ne sert à rien. Et parlons donc du produit. Donc, Wolverine, Black, White and Blood. Ta gueule. Ouais. Donc, une anthologie en 3 couleurs qui reprend en fait ces récentes déclinaisons d'anthologie tricolore qu'on a pu voir émerger à la fois du côté de DC Comics. C'est même DC qui avait
avait commencé de mémoire avec le Harley Quinn Black, White and Red. Tout à fait. Et donc Wolverine avait suivi très peu de temps après avec justement pas Black, White and Red, mais Black, White and Blood, puisque en fait Marvel le fait sur des personnages pour lesquels le sang est plus ou moins partie prenante, c'est-à-dire que soit ils sont vraiment importants pour le personnage, soit parce que ce sont des héros, des héroïnes un peu qui n'hésitent pas à verser le sang. Donc Wolverine, bien entendu, Bête Sauvage le fait, Deadpool le fait, Carnage, ça fait partie de son identité. Il y a aussi Elektra qui a récemment été annoncée. Donc voilà, il y a tout rouge en plus. Voilà, avec un costume rouge aussi. Donc toute une galerie de personnages qui viennent s'acoquiner avec en face donc Harley Quinn, Black, White and Red, Superman, Red and Blue, Wonder Woman, Black, White and Gold. Tout ça en fait qui sont simplement des copie, déclinaison de l'anthologie initiale qui était Batman Black and White. Projet initié en 1992 par le directeur artistique de l'époque, Mark Chiarello, qui visait justement à réunir les plus grands artistes possibles de l'industrie américaine, franco-belge ou asiatique. Il y avait du Otomo. Ouais. Donc, c'est dingue que le mec ait été viré au moment où tout le monde lui repompe son idée. Quoi. En fait, c'est justement pour ça, peut-être qu'il a été viré. Du coup, ils se sont dit, non, qu'il est plus là, on peut lui repomper. J'ai pas la chronologie exacte, hein. Je suis sûr que le truc a été initié alors qu'il était encore là. Mais voilà, donc, 30 ans plus tard, bien 3 décennies plus tard, on continue de faire ces anthologies donc, et chez Panini on a donc la première anthologie donc consacrée à Logan, ou Serval pour ceux qui lisaient les comics dans les années 60-70, avec donc ces 4 numéros qui sont compilés, donc 12 histoires grosso modo, avec des noms aussi divers que John Ridley, que Chris Claremont, que Donny Cates, que Steven DeKnight, que Joshua Cassara, Saladin Ahmed, Salvador Larroca, Adam Kubert, Vita Alaya, Greg Land, Jorge Fornes, Declan Shalvey et autres. On avait fait un premier topo sur le numéro 1 quand c'était sorti en VO, donc là maintenant c'est l'occasion de revenir sur l'ensemble. Bien entendu, Corentin, le problème de toute anthologie, c'est qu'il y a à boire et à manger, dans le sens où la qualité n'est pas forcément au rendez-vous sur 100% des numéros. Non, effectivement, et moi à la limite je dirais peut-être 50-60% des numéros sont vraiment, enfin des histoires, des segments sont vraiment bons, vraiment intéressants. Ce qui veut dire que 50 à 60%, enfin 50 à 40% du reste est moins bon. Exactement, tout à fait. Alors après, c'est une question de goût, hein, évidemment, parce que l'intérêt de ces anthologies, comme pour Black, on va pas se mentir, même c'était pareil pour Black and White. Oui, parce que Black and White, il y a eu un premier volume initial, puis après il y a eu d'autres déclinaisons. Enfin, il y a eu d'autres Black and White, il y a eu 4 ou 5 séries. Batman. 4, je crois. 5. Je pense que le dernier en date, c'est le 5e, je suis quasiment sûr. Bref, non, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est pareil pour Black and White. En fait, c'est d'abord un plaisir visuel. Et en ça, effectivement. Ah oui, mais après, si tu comptes la dernière, peut-être. La dernière aussi, c'est le. Mais la dernière, je crois que c'est le volume 6 du coup, même. Vas-y, continue, pardon. Bon, bref. Donc, tout ça pour dire que c'est d'abord un plaisir visuel, et là, effectivement, ça dépend de l'affect qu'on met ou qu'on a avec chaque artiste. Moi, j'admets qu'effectivement, voir du Kubert comme ça, parce que c'est effectivement un grand format. Adam Kubert, du coup, juste. Oui. Pas Andy Kubert, non, pour être. Non, parce qu'Andy Kubert, il dessine moins bien que Adam Kubert. Oui, je sais, non, mais c'est juste pour dire que c'est bien Adam qui est dedans. Sinon, j'aurais pas dit que c'était bien, tu vois, s'il avait dit Andy Kubert. Mais il dessine bien, Andy Kubert. On peut plus rien dire, ouin. Hein. Ah bah bravo, la cancel culture. Non, mais voilà, tout ça pour dire simplement que c'est beau. T'arrêtes de me couper, oui. Donc, c'est beau. Shalvey aussi, c'est beau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a Kev Walker qui fait un peu le taf, voilà. En fait, grosso modo, le problème, c'est que Batman Black and White, c'est pas juste beau. C'est des bonnes histoires. Il y a vraiment des scénaristes extraordinaires qui ont été convoqués pour ça. On peut citer, mais après, c'est un travail de mémoire sélective aussi, parce que tout n'était pas bon à l'époque, on va pas se mentir. Tout n'était pas utile non plus. Là, j'ai l'impression que l'idée de faire une sorte de Wolverine, justement, qui va piocher dans les différents moments de la continuité pour nourrir un petit ce côté tapisserie de différents Logan, est à moitié réussi, au sens où il y a du Weapon X, il y a du Savage Wolverine, il y a du X-Force, etc. Il y a Madripoor. Il y a Madripoor, mais dans l'ensemble, c'est quand même exactement les mêmes histoires, à quelques exceptions près. C'est-à-dire, c'est de la baston, c'est Wolverine qui va découper des gueules. Il y a peu d'histoires concept. Alors, il y a celle de Donny Cates qui est intéressante, puisqu'il fait revenir le Cosmic Ghost Rider qui vient littéralement assister à un combat, comme peut-être probablement parce qu'il était fan, en fait. Il était fan de comics, donc du comics où Wolverine affronte le Juggernaut, le fléau. Donc il vient et il assiste au combat, et du coup c'est stylé parce qu'il y a toujours ce côté quand le Cosmic Ghost Rider voyage dans le temps, ça fait toujours de la merde, et du coup c'est rigolo et tout, puis c'est très bien dessiné. Il y a quelques bons trucs par-ci par-là, effectivement. L'histoire principale, je pense qu'on sera d'accord là-dessus, Arnaud, c'est celle de Fornes,
Ouais, et écrite par John Ridley. Voilà, écrite par John Ridley, qui prend une perspective assez uchronique en l'occurrence sur Qui revient même dans le passé en fait, parce que ça revient vraiment à un moment dans le passé où effectivement Wolverine avait adopté une fille. Oui, tout à fait. Et du coup, mais pourquoi avec sa femme japonaise, effectivement. Mariko. Et Tamaki. Et après, du coup, voilà, il y a le samouraï, Silver Samouraï qui est là, Ice Baston et tout. C'est très beau, c'est très joli. Mais c'est surtout la façon dont c'est raconté, ça fait vraiment conte et légende, comme je sais pas, comme tu lirais un conte des mille et une nuits, un truc comme ça. C'est vraiment une sorte de fable en fait, avec Wolverine en personnage principal. Mais je trouve qu'il y a vraiment dans la narration un truc qui est super fort dans la façon dont c'est raconté. Moi, je t'avoue, la narration, j'ai regardé les images, quoi. Alors, honnêtement, le problème, c'est que tu vois, c'était dans le numéro 2 ou 3, je crois. Et à force de voir des putains de cases de pensée, parce qu'ils font tous la même chose, c'est cases de pensée, Wolverine qui raconte ça. Oui, mais là, ça, justement, et là, ça n'est de pas. Weapon X qui n'a pas ça, mais généralement, t'as quand même toujours le truc de la case qui te raconte. Tiens, un petit numéro silencieux, par exemple, ce serait pas inintéressant. C'est vrai qu'ils l'ont pas fait. Tu vois, il y a un petit numéro qui prend un atour plus comique. Alors, il y a celui de Steven Knight à la fin qui est plutôt bien foutu. Mais ça reste la même chose, c'est un plaisir visuel d'action. Parce que t'as Paolo Siqueira qui fait des planches pleines qui sont abusées, complètement abusées. Et grosso modo, si tu veux, le gros du volume est bon, c'est très bon dessinateur, il y a une petite variation dans le graphisme le fait que ce soit Black, White and Red donne quelques belles idées visuelles. Mais dans l'ensemble, je trouve que ça n'a pas le génie et la maestria d'un Black and White. Oui. Ça, à mon avis, il faut le lire pour les dessins. Enfin, il faut le regarder pour les dessins. Il y a le combat avec le Predator est sympa. Enfin, le Predator. Non, parce qu'ils n'ont pas la licence. Mais le combat avec l'équivalent du Predator est sympa. C'est ça, ils les ont pas. Ouais. Même le numéro de Steven Daylight, qui est assez rigolo. Genre, vous savez l'amour que j'ai pour Steven Daylight. Mais en l'occurrence, je peux pas nier que c'était marrant. Mais après, voilà, il y a une question de prix, il y a une question d'apport par rapport au mythe de Wolverine. Une question aussi de la tendance qui commence déjà à être super énervante de voir Marvel décliner ce principe. Oui, et puis d'ici aussi avec Superman et Wonder Woman, en vrai. Oui, tout à fait, ouais. Même les Black and White, il y a des séries. Et je veux dire, même le Harley Quinn, au final, le Harley Quinn a l'avantage d'être plus copieux, puisqu'il y a eu beaucoup plus de numéros. Mais c'est pas pour autant que le constat est le même. Le truc, c'est que voilà, le constat sera toujours le même, c'est qu'en général dans les anthologies, on va pas se mentir, enfin voilà, sauf si on repart sur le génie originel de Batman Black and White, mais parce que c'est aussi les premiers à le faire, en fait t'as toujours ce rapport de 50-50, grosso modo. En fait tu seras jamais complètement satisfait. C'est rare d'avoir des anthologies où 100% ou même plus que 80% des choses soient vraiment excellentes. Après, peut-être que la mémoire embellit les choses, mais il me semblait vraiment que le premier volume de Black and White, c'était t'avais presque rien acheté, quoi. Mais pareil, oui, c'est parce que c'était le premier aussi, tu vois, donc forcément après, ça joue. En tout cas, voilà, si vous êtes fan de Logan, si vous êtes fan des artistes qui sont convoqués, effectivement, comme tu l'as dit, c'est de la belle fab, c'est un grand. Voilà, parce que c'est ça la différence aussi, c'est que justement, si on faisait un comparo par rapport au volume, justement, qui est sorti aussi cet été de Harley Quinn, Black, White and Red, là, c'est une édition urbaine classique, donc assez épaisse, du coup, parce qu'il y a quand même, il y a vraiment beaucoup de numéros à l'intérieur, donc ça permet d'avoir aussi beaucoup plus de diversité graphique et tout ça, mais par rapport à l'argument artistique, c'est moins intéressant parce que c'est un format comics normal. Puis là, c'est 4x3 numéros pour Black and White, pour le Wolverine. Donc c'est 4 numéros x 3 histoires à chaque fois à l'intérieur. Donc c'est quoi? Ça fait 12 histoires. 144 pages, un truc comme ça. Enfin, c'est pas non plus. Ouais, mais par contre, ce qui là où l'édition de Panini, à mon sens, marque un point sur le plan de vue artistique, c'est que ils ont fait un très grand format. Enfin, je sais plus quelle taille c'est. En tout cas, c'est beaucoup plus grand que leur format habituel. C'est-à-dire que s'ils l'avaient sorti dans leur classique 100% Marvel, tarifé à 18 ou 20 balles, clairement. Je vous l'aurais pas forcément conseillé parce que vraiment par rapport à l'intérêt vraiment de ce genre d'anthologie qui est vraiment le plan artistique, ça n'aurait pas vu le coup. Là par contre, ils ont repris vraiment en fait l'édition grand format qu'ils ont déjà eu par exemple pour le X-Men Grand Design et aussi le Fantastic Four Grand Design, donc en plus grand format, en souple, mais du coup les planches littéralement explosent, même sur les pages intérieures, les pages de garde en fait, je sais plus si ça s'appelle comme ça, j'ai un problème de dictionnaire, mais les pages qui sont pas des pages, mais disons qui sont les intérieurs, c'est pas des rabats non plus, mais bref, je retrouve vraiment première de couve, deuxième de couve, ouais, ça doit être peut-être de couve, sûrement ça, merci. Mais du coup, c'est du Adam Kubert, mais du coup totalement ancré, c'est pas la planche finale avec le rouge, ça, mais c'est complètement juste en noir et blanc, et elle est incroyable donc c'est Wolverine contre le Wendigo, mais voilà, à plein de tas, donc on l'a dit, Rory Forness en grand, c'est beau, il y a des pages pleines de Siqueira ou t'as des planches de Chris Bacall aussi qui sont vraiment ultra vénères.
première. Donc vraiment, il y a un intérêt visuel. Clairement, il y a un intérêt sur la fab et sur la mise en avant de ces artistes qui permet, à mon sens, de compenser le fait qu'effectivement 50% des histoires soient pas forcément les plus intéressantes et que quand même dans le volume par exemple on a hélas du Salvador Larroca, bah c'est toujours pas terrible, c'est pas aussi moche que certains de ses derniers travaux. Non, là pour le coup l'exercice de style lui va plutôt bien, je trouve. Ouais, moi je trouve, ouais, mais moi je non mais c'est pas dingue, mais mais voilà, pour du Salvador Larroca, non, ce que dingo c'est extraordinaire. Mais pour du Salvador mais incroyable, vraiment merveilleux. Tu veux la faire au ralenti? Non, parce que dingo c'est Mickey. Incroyable. Mais voilà, bon bref, je pense que les gens ont compris. Juste un truc si quand même, parce qu'il y a aussi la dynamique du prix, hein, avec Panini Comics on a l'habitude. Là pour le coup, oui, faut vraiment, je pense sincèrement que si vous n'êtes pas dans cette case des nicheurs de beaux produits, on va dire, des gens qui lisent la BD d'abord pour les dessins ou l'exercice graphique, etc., vous allez le lire une fois, vous allez le ranger ensuite. Donc vraiment, feuilletez-le avant, et bien sûr, parce que c'est quand même relativement cher pour 4 numéros. Oui, après, mais ouais, donc c'est 26 €, donc effectivement c'est élevé, mais parce que, enfin, c'est pour ça vraiment que j'insiste vraiment juste sur la fab, enfin sur l'objet, parce qu'à mon avis, moi, à ce prix-là, enfin pour l'objet que c'est, moi je trouve que ça les vaut, enfin, franchement. Et je reviens juste sur le Harley Quinn Black and White and Red, qui lui est à 18 €, donc forcément beaucoup plus accessible, mais parce que c'est un format classique comics avec la tarification que l'on connaît aussi à Urban. Donc voilà, je voulais même pas faire à la base partir sur un duel des trucs, quoi, mais voilà, il y a deux façons de penser la chose, deux façons d'aborder le truc. Personnellement, je préfère quand même le très grand format, et quitte à avoir. Mais après, voilà, si Urban avait fait la même. Non, mais le truc, c'est que si Urban avait fait la même chose pour le Harley Quinn, vu par contre le volume, machin, je pense qu'en termes de bouquin, ça se casse la gueule, ou que la reliure a du mal à tenir le coup quand même, quoi. Ouais. Donc voilà, donc vous savez à peu près oui. c'est en fonction de vos habitudes, de vos envies de lecture, mais c'est pas inintéressant en tout cas. On continue du côté de Panini, mais là on est vraiment sur une offre donc 100% Marvel plus classique, avec la mini-série Maestro Symphonie en Gamma, donc qui est la première mini-série sur le Maestro que Peter David écrit bien des décennies après avoir imaginé cette version futuriste de Hulk dans Futur Imparfait, dans laquelle en fait Hulk se retrouvait face à la version donc voilà de lui-même, une sorte de tyran qui règne sur la ville de Dystopia, si je ne dis pas de bêtises. Bravo, et donc on va découvrir les origines de ce personnage, comment Hulk est-il devenu le Maestro, avec donc Peter David au scénario, Corentin. Tu veux que je raconte? Ouais, un petit peu. D'accord. Alors Hulk se réveille dans la forteresse de MODOK chez AIM, après avoir été enfermé dans un monde utopique où il avait une femme, des gosses. Il était avec Betty Ross. Il avait ses deux petits gamins, et un jour il remarque que le monde autour de lui déconne, que c'est une simulation, etc. Il se réveille et MODOK lui explique que il l'a mis là avec quelques autres personnages de super-héros susceptibles de profiter des rayons gamma ou des rayons des radiations en général, parce qu'il y a eu une guerre nucléaire entre les humains qui a anéanti les 2 tiers de l'humanité. Alors à partir de là, évidemment, Hulk est pas très content, et il se dit mais toute ma vie je me suis battu pour protéger les humains, et au final ils étaient tellement cons qu'ils ont fini par se détruire eux-mêmes. On peut même trouver qu'il y a des légers accents de propos éco-responsables, on va dire. Complètement. Et complètement actuel aussi, d'ailleurs. Tout à fait, voilà, par rapport au fait que l'humanité n'arrive pas à se prendre en main et n'arrive pas à prendre les bonnes décisions, et vote pour Eric Zemmour, etc. Bon, bref, un truc comme ça. Donc, grosso modo, ça part là-dessus, et ensuite, Hulk se radicalise, décide de prendre entre ses mains justement le destin de l'humanité, de gouverner à la place des gens, et part à Dystopia pour affronter le premier Maestro, qui est donc un personnage mieux connu, dont on ne spoilera gravite pas dans son niveau de l'identité, puissance, voilà. on va dire. Voilà, donc c'est beaucoup de baston, c'est un peu de réflexion, c'est une sorte d'Old Man Logan, on va dire, avec Hulk, au sens où ça se passe après une guerre nucléaire, et après une guerre qui a ravagé les États-Unis, et après, avec un héros qui devient plus gris. D'ailleurs, c'est rigolo de se dire que dans les deux cas, c'est Hulk le méchant. Il n'y a pas non plus de réflexion folle sur l'humain, etc. C'est vrai, les 2 tiers du truc, c'est de la baston. Il y a des chiens mécaniques, voilà, c'est plutôt sympathique. Moi, je vais pas mentir, si tu veux, je me suis plutôt amusé, parce que je connais très mal Futur Imparfait et le Maestro en général aussi. Il n'y a pas non plus 1000 trucs qui ont été faits dessus, et généralement, il faut surtout avoir lu Futur Imparfait. Mais je m'attendais à un truc plus dramatique, plus shakespearien et tout. Là, quand même, ça blague. C'est pas une mauvaise chose, mais ça blague. Il y a une sorte de second degré inhérent à ce côté, justement, Peter David qui écrit à l'ancienne, entre guillemets. Tu vois, à un moment donné, il va voir
Je vais pas dire qui, mais ouais, il fait une blague en mode genre j'ai été voir un vieux pote alors que c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est assez violent aussi quand même. Ouais. Il y a pas mal de morts. L'antagoniste, je trouve, est curieusement choisi parce que justement il amène une sorte de côté un peu cheesy, second degré. Il y a un propos par rapport à l'immortalité aussi, à la responsabilité de ces icônes justement que sont les super-héros Marvel dans l'inspiration et la gestion sociale, etc. etc. Donc c'est plutôt bien foutu, c'est plutôt beau, c'est très bien colorisé. J'aime beaucoup les effets qui sont justement sur le corps de Hulk qui donnent un côté 3D un peu qui est plutôt pas désagréable. Mais derrière ça, si tu veux, j'aurais du mal à dire allez, foncez. Tu vois, j'aurais du mal à dire ça. Pour moi, c'est bien, c'est sympathique. Parce que t'es pas un fan de Hulk, toi aussi. Je suis pas un fan de Hulk, c'est vrai. Et t'es pas un fan de Futur Imparfait. Je suis pas non plus un fan de Futur Imparfait. Et d'ailleurs, t'es pas non plus un fan de Alanis Morissette de mémoire. Je suis pas un fan d'Alanis. Si, j'aime bien Alanis Morissette. Ah ouais, oui. Merde, je me suis trompé. C'est une référence à un truc qui se passe dans la BD. Arnaud est pas juste en train de m'insulter gratuitement là. Hein, ah bon? Bah oui. Oh, putain, je l'ai fait sans m'en rendre compte. C'est vrai? Coup, ouais. Ah non, je suis con, c'est Janis Joplin dans la BD. Oui, aussi. Non, mais voilà. C'est pour moi. J'aime beaucoup Janis Joplin. Du coup, aussi. Voilà, merci. Non, mais grosso modo, voilà, pour moi, c'est du bon mainstream. C'est du bon post-apo mainstream, on va dire. Moi, je trouve que c'est intéressant parce qu'en fait, ça s'inscrit quand même, du coup, dans les projets de Marvel de ces 2 dernières années, on va dire, ou 3, en fait, de faire revivre des icônes du passé. Alors, ils le font un peu avec les X-Men Legends où ils te disent à chaque fois, regardez, il y a Claremont qui fait une histoire de 10 pages dedans, c'est incroyable. Ah, c'est différent quand même. Voilà. Non, mais il est quand même beaucoup plus présent. Non, mais t'as Symbiote Spider-Man aussi qui revient à cette période-là. Et puis, donc là, du coup, on te dit, Peter David, parce que Peter David, c'est quand même le mec qui a repris Hulk il y a des décennies, dans les années 90, parce qu'en fait, personne n'en voulait et on lui a donné ça vraiment comme ça. Et au final, c'est devenu l'un des auteurs les plus iconiques sur ce personnage. Il a fait un run qui est resté dans les mémoires. Il a énormément développé tout ce qui est le côté des personnalités multiples aussi de Hulk, son rapport à son enfance brimée qui ont été ensuite très bien digérés dans le run de Halloween sur ce personnage là. Ça c'est évoqué aussi d'ailleurs dans Maestro, c'est bien foutu pour le coup. Ouais, non mais voilà, le fils devient le père et tout. C'est ça, et puis le Maestro au final c'est aussi le Hulk que l'on voit évoluer là, justement au contraire des Hulk différents dont les personnalités pouvaient prendre le dessus. Là c'est un Hulk maintenant qui a tout englobé, qui a digéré tous ces aspects, donc qui a aussi Banner, qui est aussi Hulk, qui est aussi Savage Hulk, tout ça. Quoi, non mais c'est un personnage qui est assez complet et moi je trouve que c'est vraiment super intéressant de voir Peter David reprendre en fait, parce qu'il a pas, contrairement tu vois un Claremont que je trouve qui est quand même mais quand tu lis le Phénix Noir ou Dieu créé l'homme détruit, je trouve que le Claremont récent, tu vois, est plus du tout à la même forme. Et je trouve par contre, alors j'ai pas lu tout le run de Peter David, par contre j'ai lu Futur Imparfait et certains de ses grands passages, et je trouve en tout cas que ce Peter David là est toujours super efficace en fait dans la narration. Je trouve qu'il explique bien, qu'il retrouve bien ce personnage, qu'il amorce bien comment on va en arriver à ce Maestro que je trouve vraiment terrifiant, que moi je trouve c'est un de mes personnages préférés, franchement dans l'univers Marvel, je trouve vraiment le concept, l'idée même, et je la trouve vraiment géniale. Et je suis juste un peu plus mitigé sur la bascule, vraiment le point de bascule en fait, parce qu'au début il essaye quand même d'être, au début il est encore gentil, il essaie de comprendre et tout ça. D'un seul coup. Et je trouve qu'il y a quand même un point de bascule vraiment assez rapide en fait, où d'un coup il s'est dit vas-y nique les humains. Star Wars 3 quoi. S'il te plaît, sois pas méchant. Je suis méchant maintenant. Ouais. Donc c'est un peu le seul reproche que j'aurais à faire. Mais après je trouve vraiment que parmi tous les projets que sort Marvel dans cette vague un petit peu nostalgique, c'est celui-là se tient vachement plus qu'un Symbiote Spider-Man. Ah non, moi je suis pas d'accord. Ah ouais. Je trouve qu'il écrit beaucoup mieux sur Symbiote Spider-Man. Okay. Et peut-être que mais après toi tu préfères Spider-Man aussi, t'es plus fan et connaisseur de Spider-Man. J'ai pas lu son travail sur Hulk à l'époque, c'est aussi pour ça que j'ai pas ce regard là que toi tu peux développer sur la comparaison, mais justement quand il fait du gag ou qu'il abuse les codes d'écriture précis sur Symbiote, c'est cohérent parce que c'est Spider-Man. Que là pour le coup il y a vraiment il y a un côté un peu toon dans ce monde post-apo justement. C'est moins désespéré que Old Man Logan peut-être. Et puis c'est probablement lié à l'antagoniste, au choix de l'antagoniste qui amène justement. Oui, mais après moi j'ai pas esprit très Mark Millar justement dans le côté c'est bourrin mais c'est rigolo, c'est un peu cul et tout. Tu vois. Je t'avoue que c'est aussi un point que j'ai pas forcément le plus kiffé, que ce soit ce personnage-là. Je te dis, moi j'ai kiffé au global. Hein. C'est juste après je suis pas emballé au point d'être renversé comme ça. Je pense que si vous aimez Futur Imparfait, vous y allez évidemment. Si vous aimez Old Man Logan, si vous aimez justement cette espèce d'école des terres parallèles qui tournent mal.
Oui, ça fait carrément le café. Puis t'as Dale Keown qui avait déjà collaboré avec Peter David à l'époque, qui est très fort, mais surtout après le reste de l'album c'est illustré par un artiste argentin qui s'appelle Germán Peralta, que moi j'ai revu récemment aussi sur, je sais plus si c'était sur Last Annihilation. Sur Brooklyn Nine-Nine aussi. Ouais, du coup, je l'ai pas, je regarde pas. Les gens rigoleront chez eux. D'accord, très bien. Mais enfin voilà, qui est un artiste par contre qui est en train de démarrer, ça fait quelques années maintenant qu'il dessine chez Marvel dans l'industrie et qui est ultra fort en fait. Il est vraiment très 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 doué, je trouve. Donc au moins c'était vraiment une très très bonne mise en bouche d'un point de vue artistique aussi, quoi, d'avoir Peter David qui s'entoure de deux dessinateurs plutôt doués. Donc après moi je suis enthousiaste pour le coup, tu vois, c'est pour ça que j'ai voulu le placer par rapport à d'autres sorties récentes, je sais pas. Je vois ça. Après il y a une réédition des What If classiques qui est pas trop mal, mais par contre ils ont aussi ressorti les 6 numéros What If de 2018 qui sont complètement anecdotiques, enfin que je trouve vraiment nuls, tu vois. Celui avec le Spider Punisher. Ouais, c'est ça, ouais. De la chier, ouais, il y a aussi un truc de X-Men cybernétique, je sais pas quoi. Enfin, il y a, tu vois, non, vraiment, c'est des logiciels et tout. Par exemple, ça, c'est vraiment pas ouf, tu vois. Mais alors, par contre, voilà, le petit maestro, là, je trouve qu'il est plutôt cool. Surtout qu'il y a une deuxième série qui arrivera ensuite, c'est Pax Noir et tout. Donc, ça continuera justement cette, j'imagine, je sais pas s'il va en faire peut-être une trilogie d'origine pour le coup. Mais moi, je trouve plutôt en forme ce Peter David. Donc, Maestro, c'est disponible chez Panini. Moi, je dirais bien, mais pas top. Mais c'est déjà bien. Voilà. Parce que moi, vu que j'en ai rien à foutre de Hulk de base, ça me fait plaisir. Donc, pas forcément un indispensable ou un truc absolument nécessaire, mais si vous avez kiffé Futur Imparfait, ça devrait vous plaire. Et donc, c'est vendu 18€. C'est le tarif normal dans la collection 100% Marvel. Et on va terminer ce premier Back Issues VF, puisqu'on en a un deuxième en préparation qui arrivera très bientôt, parce qu'il y avait, comme toujours, les éditeurs, ils sortent des trucs. Donc, et nous, et après, il faut Corentin, il faut qu'on lise des BD, tout ça, et après qu'on en parle et tout. Bon, celle-là, moi, je l'avais lu avant de voilà. préparer le podcast. Mais donc, du coup, là, on est vraiment pareil sur ce genre de projet complètement transfrontalier, puisque c'est pas du tout, techniquement, ce n'est pas sorti. Transfrontalier. Ouais. Donc à travers les frontières. Tout à fait. Pas mal. Voilà, bah oui. Il est fort, putain. Ouais, t'as vu ça? Doctorant et tout. Docteur, même. Docteur, pardon. Excusez-moi, docteur. Merci. Continuez. Donc, ça s'appelle Scorsese et ça parle de. Ça parle de quoi, du coup? De Michael Bay. Évidemment. Le titre était aguicheur. On a hésité. Donc, c'est paru aux éditions du Rocher. Donc, c'est une maison d'édition française et c'est dessiné et écrit par un certain Amazing Amazian. Donc, le dessinateur de Big Black Stand at Attica qu'on retrouvait récemment édité en VF chez Panini et donc qui avait fait sa Soul Trilogy donc sur Mohamed Ali, Angela Davis et sur Frank Big Black Smith, et donc là qui entame une nouvelle trilogie ou peut-être même plus d'ailleurs sur ces icônes du cinéma, en tout cas les réalisateurs qu'il aime, et donc il commence par ni plus ni moins qu'un tâcheron du cinéma, clairement faut le dire, un mec qui a réalisé pas des grands films, qui reste assez anecdotique dans l'histoire du cinéma, et surtout un réalisateur avec lequel on ne nous prend pas du tout la tête depuis 3 ans à chaque fois qu'il y a un film qui sort en disant qu'est-ce que vous pensez de ce que Martin Scorsese il a dit sur les films Marvel, vous êtes d'accord ou pas? Bref, par contre non voilà, c'est immense cinéaste, Les Affranchis, tout ça, polarisant. C'est Les Affranchis, tout ça. Non, Mean Street, Mean Street, ouais. La valse des pantins, ouais. Gangs of New York, ouais. Le Loup de Wall Street, ouais. Et le dernier, c'est celui sur Netflix là, qui était plutôt stylé. Oui. Ah, je l'ai vu. Il n'est pas écossais, il est l'Irlandais. Non, The Irishman. Voilà, c'est The Irishman. Mais attends, Les Sentiers de la Perdition, c'est pas lui aussi? Non, c'est pas lui. C'est Martin Campbell. Pardon, ouais. Ça aussi, ou Sam Martin. Mendes, d'ailleurs, je crois me dire. Je crois que je confonds les rêves de secondes. Non, pardon. Non, j'en avais un autre comme ça, un autre encore, mais t'as Les Affranchis. Ouais. Mais t'as l'autre aussi de mafieux là. Casino. Ouais, Casino. Ouais. Voilà. Il y a plein de films de mafieux. Oui, après quand tu vois son contexte d'enfance, tu comprends aussi pas mal de ses obsessions. Donc c'est vrai que moi j'ai pas encore eu le temps de le finir, mais on doit recevoir Amazian tout bientôt pour en parler. Donc d'ici là je l'aurai fini. De toute façon c'est clairement avec notre ami cinéphile Corentin que la discussion se fera plus. Mais alors. Énorme travail de biographie alors, puisque ça raconte la vie de Martin Scorsese, de sa naissance, de son enfance dans le quartier de Little Italy, à son non, pas ça mort encore, mais voilà, de son enfance dans le quartier de Little Italy, dans le New York où il a grandi justement, où il a vu justement ces mafieux, Tout à fait, et jusqu'à la mise en route du projet Killers of the Flower Moon, qui est son prochain film, encore une fois, avec DiCap. Voilà, donc ça essaie d'être le plus actuel
au moment de la publication sur ce qu'a pu faire Scorsese. C'est impressionnant. Bon, après, c'est un très gros bébé. Hein. C'est 360 pages, quasiment, ça, je crois. C'est édité, en fait. Ça reprend une typographie de film pour la couleur principale, la première de couve. Et en quatrième de couve, vous avez justement un côté un peu édition DVD. Où il y a des bonus, il y a le format, etc. Alors, la durée du livre, 190 minutes, je suis pas sûr. Hein. Pour le coup, tu fais plus que ça pour le terminer. Attends, 190 minutes, c'est beaucoup. Ah, mais vas-y, essaye. Je te chronomètre. Pendant que je parle, tu vas commencer et tu me dis où t'en es dans le 190 ça minutes. Ça marche, ok. Parce que 120 minutes, c'est 2 heures déjà. Oui, 180, donc ça fait 3h10. 3h10. Bah, 3h10, je pense qu'il faut plus que ça, quand même. Honnêtement, après, si vous êtes comme moi et que vous lisez avec Wikipédia ouvert pour vérifier tout, ou essayer tout, etc. J'essaie de faire donc pour résumer, c'est effectivement la bio de Martin Scorsese depuis avant sa naissance, parce que ça par contre aussi quand ses grands-parents immigrent aux États-Unis, ses grands-parents d'Italie immigrent aux États-Unis. Ça raconte un petit peu tout. En fait, c'est difficile de résumer, parce que c'est déjà de résumer toute une vie, c'est difficile. Ouais, c'est dense. D'expliquer aux gens la vie de Martin Scorsese, c'est aussi assez difficile. Mais pour résumer, c'est donc un jeune Italien des quartiers de New York qui va se passionner très vite pour le cinéma. Parce que quand il était gamin, il découvre qu'il est asthmatique, et son père, du coup, après l'avoir épaulé pendant la première grosse crise d'asthme qu'il avait, l'emmène au cinéma, et ça va être un truc sur lequel ils vont beaucoup connecter tous les deux, et voilà, il va tomber amoureux de cette forme d'art, au point de passer sa vie devant la télé, etc. Et de très vite convoiter une carrière justement de cinéaste en périphérie d'un quartier italien où justement, comme tu le disais, les truands, les mafieux, les mafiosi ne sont jamais très loin. Et ce qui va inspirer évidemment l'enfance du héros dans Les Affranchis, justement. Donc après ça, il y a un peu tout. Depuis la création de Bretta Boxcar avec Roger Corman, grand producteur de films de série B, qui a inspiré Spielberg et qui a créé même Martin Scorsese quelque part, qui le dit lui-même. La rencontre avec Harvey Keitel et Robert De Niro. Alors Robert De Niro qui est peut-être un peu survolé, je trouve, par rapport à l'importance qu'ils auront l'un et l'autre. L'un pour l'autre même. Parce que c'est sa muse. C'est sa muse. Là, on parle plus de Harvey Keitel justement pour Mean Streets et pour Taxi Driver, mais plus tard, après, on reviendra évidemment sur De Niro ou Taxi Driver. Oui, non, je l'ai même pas cité avant. Puis il y a vraiment tout, quoi. Il y a sa relation aux États-Unis, il y a sa relation à ses parents, sa relation au documentaire, parce que Scorsese est aussi un documentariste accompli qui a fait beaucoup justement de travaux non fictionnels sur justement sa relation à Jésus, hein, quand même, parce que c'est un truc qu'il a beaucoup obsédé, dont il a beaucoup parlé. Il a fait des films sur le sujet, etc. L'invention du nouvel Hollywood, même quelque part, parce que pour rappel, à l'époque des années 60, quand les grands studios d'Hollywood se sont ruinés à force de faire des grosses productions qui ne marchaient pas, ils coûtaient de plus en plus cher. De nouveaux jeunes cinéastes un peu moins coûteux, mais avec beaucoup plus d'idées, inspirés par la nouvelle vague, etc., sont arrivés. Parmi eux, il y avait Scorsese, parmi eux, il y avait Coppola, parmi eux, il y avait évidemment George Lucas. Avant de faire Star Wars, c'était un contestataire, le monsieur. Il y avait Steven Spielberg aussi, évidemment. Donc voilà, tous ces mecs-là qui ont changé l'histoire du cinéma, c'est abordé, il y a tout qui est abordé. Il y a The Irishman qui est abordé, il y a Joker qui est abordé quand même. Oui, j'ai appris des choses, moi, en lisant ce bouquin que j'avais vraiment jamais vu ailleurs. Parce que quand justement Todd Phillips il te dit j'ai été voir Suicide Squad, c'était nul, et je me suis dit tiens, et si on faisait un vrai film avec des vraies idées, avec des super-héros, etc. En fait non, le projet au départ c'était une discussion qui avait eu lieu entre Warner Bros et Martin Scorsese pour faire le film Joker. C'est pour ça qu'il y avait sa productrice qui était là à l'époque sur le projet. Puis finalement, il est resté, hein. à la date d'idiot, entre guillemets, Warner Bros a annoncé ou laissé fuiter l'info trop tôt. On avait fait à l'époque les articles dessus. Et en fait, lui, il était pas prêt parce que justement, ils n'ont pas demandé son avis, etc. Donc ça l'a un peu fait chier, il s'est barré. Mais le projet a bien commencé justement comme un film de Martin Scorsese, ce qui permet aussi de fermer un peu des gueules. Tous les gens qui disent ouais, ça ressemble beaucoup à du Scorsese quand même. Bah oui, c'est normal en fait, parce que ça a été créé pour ça au départ. Voilà. Donc après, l'inspiration Taxi Driver ou La Valse des Pantins a toujours été revendiquée, même. Donc, évidemment. Je troll volontairement parce que je sais que c'est un peu la bête noire de beaucoup de gens, le film Joker, qui d'ailleurs a 2 ans, je crois. Il y a eu 2 ans il n'y a pas longtemps. 2 ans, ouais. Donc voilà, c'est vraiment compliqué à résumer. C'est pour moi tout l'apport justement du format séquentiel de la bande dessinée d'illustration vis-à-vis justement du travail de la biographie ou du cinéma. C'est-à-dire que ça reprend des façons en fait de faire du cinéma. Ça reprend des plans, ça reprend de la mise en scène, d'une iconographie de posters parfois, et ça l'applique justement à une biographie pour montrer entre guillemets la réalité en coulisses vue par le prisme de l'art séquentiel en l'occurrence,
Ça reprend justement des trouvailles qu'il avait quand il a fait ses films, Scorsese, pour les appliquer à sa propre vie. Ça reprend des designs. Il y a énormément de variations avec un style peint, un style plus crayonné, beaucoup de passages en noir et blanc. Il y a un jeu sur la couleur qui est génial, un jeu sur les découpages qui sont géniaux aussi. Puis c'est Améziane qui fait tout seul, quoi. Qui fait tout seul, c'est un putain de génie, le mec. Mais voilà, enfin, c'est vraiment. C'est compliqué, pareil, même visuellement à décrire. Il faut vraiment le feuilleter, il faut que vous mettiez les mains dessus pour comprendre un petit peu comment est-ce qu'il a organisé le truc. Voilà, il y a aussi des pages qui sont beaucoup plus de la prose, vraiment des extraits d'articles. Où ça passe de la bande dessinée à la prose illustrée. Ouais, c'est ça, même à la prose tu vois, ça ressemble à du télérama, limite, quoi, ou du cinéma, avec juste un tout petit dessin très, très minimaliste. Voilà, enfin, c'est assez génial et ça remet bien en image, justement, le jeu entre l'image figée qu'est la bande dessinée, l'image en mouvement qu'est le cinéma, et l'hommage à un mec qui justement est un artiste visuel, est un trouveur visuel, et que Améziane essaie de canaliser et de convoquer en reprenant justement tout ce qu'il a fait à l'écran pour parler de sa propre vie, en fait. Donc c'est du génie, tout simplement. Après, on peut ne pas adhérer au graphisme d'Améziane, qui a effectivement un style assez particulier, assez underground, avec des grosses têtes, avec des yeux très, très expressifs, et des contours qui font très, très ancrés, justement. Mais voilà, enfin, juste ça, par exemple, les effets d'éclairage, ça défonce la gueule et tout. Et ça raconte, si vous êtes fan de Scorsese, comme ça, les films, peut-être juste les films, et pas forcément sans avoir creusé la biographie du mec, sans avoir creusé chaque anecdote et compagnie, chaque commentaire audio. Il y a beaucoup d'anecdotes sur les films, il y a beaucoup de vrais trucs de la vraie vie qu'il a mis dedans, sur justement comment ont été conçus tel et tel projet, pourquoi lui et pas lui, qu'est-ce qui m'a mené, moi, Scorsese, à faire ce film-là, etc. Je pense que c'est un très bon guide de lecture pour justement les gens comme nous qui adorons lire la BD et qui peut-être lisent peut-être moins de biographies sans images, parce qu'on est des grands enfants, ou qui justement en ont marre des biographies qui ont déjà tout lu sur Scorsese et qui aimeraient avoir un apport plus visuel pour compléter justement tout ce que vous savez déjà sur lui. Mais honnêtement, non, franchement, c'est... Enfin, pour moi, on est quand même pas loin justement de l'indispensable. Hein. Après, je suis très fan de Scorsese, donc c'est facile de ma part de dire ça. Tu vois, par exemple, la fin... Ça, tu reconnais quand même si t'as vu Les Affranchis. Quelle est la séquence non, vers la fin, on va dire. Tu reconnais pas? Je l'ai vu, mais je suis pas un. Grosso modo, tu sens que c'est fait par un nerd absolu de Scorsese et que Améziane s'amuse vraiment à essayer de trouver comment poser des séquences de Scorsese sur sa vraie vie, comment rendre hommage au cinéma avec la BD. Et à tous les niveaux, pour moi, c'est une réussite. C'est comme Big Black, de toute façon, c'est le mec qui est vraiment un artiste accompli, talentueux, qui sait s'exprimer avec toute une palette de variations. J'ai très envie qu'une trilogie du cinéma se monte justement dans le style. Il le fait, non enfin, ça sera même plus, en tout cas, il veut faire une première, parce qu'il a déclaré déjà dans des interviews qu'il a pu faire, notamment avec Allociné. Le deuxième tome, c'est sur Quentin Tarantino. Yeah On kiffe. Et puis un petit troisième sur un monsieur Spielberg. Ouais, il y aura sûrement ce genre. Franchement, Fincher. Voilà, Fincher. Je veux du Fincher par Améziane. Lynch, comme ça, je pourrais découvrir ce qu'il a fait. Tu pourrais commencer par voir les films de Lynch. Je sais pas. C'est une idée. Hein. Il paraît que c'est pas dégueu. Il y a même des mecs qui disent que c'est bien. Ah, bah dans ce cas. Alors, je sais pas qui sont ces gens, quels sont leurs réseaux, mais. Très bien, voilà, en tout cas, Martin ça Scorsese, c'est bien. par Améziane, ça, tu la gueules. C'est vrai qu'en termes de tarification, en plus, j'ai un regard. C'est 22,90 € pour cette énorme pavé. Franchement, ça les vaut carrément. Mais offrez-le en vrai si vous, justement vous avez. Ça fait un beau cadeau. Si vous avez un pote insupportable qui parle que de cinéma, il vous dit non, mais la BD c'est nul, elle va plutôt voir des films. Bah, vous prenez le bouquin, vous lui tapez sur la gueule avec. Et après, tu peux le garder. Tiens, garde-le. C'est ça. Voilà. Il aura la marque imprimée sur la joue, mais après, il repartira avec un beau bouquin. Donc, c'est pareil, franchement, le travail de Fab, il est génial. À la limite, il manquerait peut-être un petit rabat, je trouve. Mais pas un rabat. Moi, je pensais que c'est la cordelette là qui permet de garder la page. Par exemple, c'est ça qui me manquait. C'est quand même beaucoup de pages. Ouais. Et comme il y a, souvent les numéros. Non, moi j'ai une connerie, ils sautent pas en fait. Ils sont toujours en surimpression. Après, c'est découpé en 5 grandes parties, donc tu peux à la limite te faire un run en 5 fois, quoi, tu vois. Mais ouais, c'est vrai que la petite, je sais pas comment on appelle ça, la petite ficelle, là, ça aurait bien été utile. Ouais. Mais du coup, on a un très belle Fab, c'est du souple. Mais il est quand même assez solide. Non, mais franchement, on est bien, quoi. Ouais, on est très bien. Donc, aux éditions du Rocher, Martin Scorsese de Améziane, et on se retrouve très bientôt avec l'artiste, justement, pour en parler de l'autre côté de l'analyse. Et donc, c'est ainsi qu'on va conclure ce Back Issues VF. Donc, on espère que les sorties chroniquées, ça vous a plu. On espère qu'on a réussi à vous intéresser à ces titres Urban Panini ou Édition du Rocher. Et n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les retours, donc dans les commentaires sur notre site internet ou par les réseaux sociaux. On vous rappelle également qu'on a une page où vous pouvez nous soutenir financièrement pour pouvoir pérenniser le podcast et qu'on puisse continuer à vous apporter
Voilà toutes ces émissions, donc le lien est aussi dans la description de nos podcasts habituellement. Et puis pour nous soutenir aussi, et là ça ne coûte rien, simplement partagez. Voilà, on tag aussi les éditeurs, donc si vous nous écoutez, que vous êtes éditeur, n'hésitez pas à le partager aussi, s'il vous plaît. Les émissions. Non mais certains le font, il y en a qui le font et qui jouent le jeu, donc c'est super cool, c'est très appréciable, donc on les remercie. Et puis voilà, après qui que vous soyez, si vous nous écoutez que ça vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir, c'est important. Rappelez-vous les chroniques de Doggy Bags numéro 3 avec Run et Yuck, pardon, qui vous disait que les gens en fait partagent très peu quand ils aiment, mais par contre ils aiment bien râler, donc essayez de faire mentir cet adage. Exactement. Et partagez ce qui vous plaît, donc ça nous aidera. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour le prochain podcast. Salut.